Monseigneur, l'actualité en Église, en Belgique, dans le monde. Avant toute chose, le point sur les projets, ça devient récurrent. Je vous demande un peu des comptes, quelque part. Où en sont les projets Basilique de la Paix à Cointe et les projets Écuménisme? Alors, pour le projet Basilique de la Paix, donc, nous sommes en train de finaliser une fondation qui s'appellera Fondation Basilique de la Paix, permettant alors le transfert de propriété de la Basilique de Cointe, de l'actuelle ASBL vers cette future fondation. Et voilà, je pense que début décembre, les choses seront finalisées de ce point de vue-là, ce qui nous permettra alors de bâtir un projet et de restauration et d'animation sur la paix. Voilà où nous en sommes pour Cointe. Pour ce qui est de l'écuménisme, pour le moment, il y a la préparation de la semaine pour l'unité des chrétiens, semaine de prière pour l'unité. Elle sera couronnée par la célébration de prières écuméniques dans la cathédrale de Liège le 23 janvier prochain. Et voilà, je crois que c'est un moment de l'année très important qui nous permet de travailler ensemble, entre chrétiens, pour la paix. C'est la paix entre nous qui nous permet aussi d'être acteurs de paix dans notre monde. Nous retrouvons d'ailleurs toutes les informations sur ces manifestations dans le prochain Église de Liège qui paraîtra début janvier. Dans le monde, l'actualité, eh bien, on va dire, elle est européenne, avec le pape François qui va s'adresser aux 28 États de l'Europe le 25 novembre à Strasbourg. C'est un rendez-vous important, d'abord par rapport à la situation en Europe, son lien aussi avec ses origines chrétiennes. Et il va certainement aborder les dossiers, j'imagine, comme le chômage des jeunes, la crise actuelle économique-sociale, les évolutions démographiques, les mouvements migratoires et le commerce des êtres humains. Oui, tout à fait. Je crois que c'est très important tout ça. Le pape François donc fait sa première visite en Europe hors d'Italie à l'Union européenne à Strasbourg. Il a juste fait un premier voyage en Albanie, vous vous en rappelez, pour montrer qu'il voulait être présent dans le pays le plus pauvre d'Europe. Ici, en venant d'abord au cœur de l'Union européenne, il manifeste, si vous voulez, l'unité de l'Europe, avant d'aller en Allemagne, en France, en Espagne ou autre. Il manifeste l'importance du projet européen. Il faut reconnaître que c'est un projet exceptionnel dans le monde, puisqu'on a toujours tendance à diviser, à se séparer, à couper des États en deux, ou en trois, ou en quatre, alors que l'Union européenne a produit l'inverse, un rapprochement des États et une délégation de pouvoir qui permet une union entre les États. C'était la grande solution à la crise de la Deuxième Guerre mondiale. Donc je pense que ce modèle européen, malgré ses difficultés, doit être vraiment valorisé. Et il doit évidemment être aussi un modèle social et pas simplement un modèle économique. Donc le pape va plaider pour cet aspect aussi, une Europe de l'accueil, une Europe qui permet, je dirais, une solidarité sociale. Donc voilà, appuyer ce projet européen, je crois que c'est très important à l'époque des euroscepticismes, à l'époque des montées des nationalismes locaux ou des régionalismes. Pensez à l'Écosse, pensez à la Catalogne. C'est pas simple de valoriser un projet qui fédère, qui réunit, alors que souvent, on a plutôt tendance à valoriser des projets plus particularistes. Voilà, je pense que c'est très important, c'est vraiment dans la ligne du pape François. Comme il le disait dans Evangelii Gaudium, favoriser ce qui unit plutôt que ce qui divise. Monseigneur, restons dans l'actualité qui est marquée en Europe et en Belgique par le mécontentement des organisations sociales
Les gens sont dans la rue, c'est des personnes comme vous et moi. Le contexte économique nous oblige à faire beaucoup d'efforts. Néanmoins, la colère monte, hein, et parfois, à juste titre, on a un peu l'impression que ce sont toujours un peu les faibles, les plus faibles qui payent, que ce soit au niveau des soins de santé, du coût des études. On a vu les étudiants dans la rue, on a vu des étudiants qui étaient dans une vraie précarité, des soucis aussi au niveau de la nourriture, le logement. Il y a eu cette manifestation à Bruxelles aussi. Prochaine grève et manif vont tourner un peu partout dans le pays. La prochaine, c'est à Liège le 1er décembre. Moi, voilà, j'avais envie d'avoir votre avis sur la question, ce sentiment un petit peu général qui est, Donc il y a une vraie inquiétude parce qu'il y a une précarité aussi plus forte qui se manifeste. Et donc là, je crois que c'est très important d'être à l'écoute de la situation. Moi, je dirais quand même de faire confiance à nos institutions. Nous avons 2 gouvernements de couleurs différentes, d'une part au niveau régional wallon, d'autre part au niveau national. C'est une alchimie compliquée, mais c'est une alchimie institutionnellement correcte. Je veux dire que nous respectons nos institutions. Nous avons la chance d'être dans un état de droit. Et nous savons que les économies pratiquées au niveau national qui suscitent des réactions et qui font peur doivent quand même être pratiquées aussi au niveau régional, alors que là, c'est un gouvernement plus de gauche qui est au pouvoir. Donc il faut se rendre compte que de toute façon, on doit travailler un peu plus à une échelle d'économie, mais le tout est de savoir comment. Et là, je crois qu'il y a des rectifications à faire au niveau des pensions, en particulier cette idée de devoir élever l'âge de la pension de manière obligatoire pour tout le monde n'est pas du tout une bonne idée. Il y a d'autres manières de faire beaucoup plus respectueuses des capacités des gens qui avaient déjà été évoquées précédemment mais qui sont mises au frigo et que je trouve on devrait pratiquer. C'est-à-dire que si quelqu'un veut et est d'accord de continuer à travailler après 65 ans, qu'il le fait volontiers, tant mieux, qu'il le fasse, qu'il ait quelques avantages à cause de ça, et il le fera bien. Et pas mal de personnes aujourd'hui ont la santé pour travailler un peu au-delà de 65 ans. Il y a des personnes qui, à la retraite à 65 ans, se disent « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Inversement, il y en a beaucoup d'autres qui disent « moi je ne pourrais pas travailler avec ce que je dois faire au-delà de 65 ans, mes forces sont limitées, mon travail est pénible, je ne peux pas aller au-delà de mes capacités, si je le fais, je vais craquer. » En effet, je pense qu'il y a des situations différentes et on devrait adopter des solutions différentes. Ici, le projet, je trouve, est beaucoup trop énorme, plus exactement, est beaucoup trop obligatoire, ne fait pas assez droit aux capacités des gens. Donc je pense qu'il y a vraiment des rectificatifs qui doivent être faits, quoi. Et des attentions aux plus pauvres, ça c'est sûr. Parce que le problème de mettre des personnes actuellement au chômage sur le dos du CPAS ou des CPAS dans les communes n'est pas une véritable solution. C'est rejeter le problème sur le dos des autres. Les communes ont des situations économiques et financières franchement difficiles. La ville de Liège a de grandes difficultés à boucler son budget. Donc ça veut dire que nous ne devons pas mettre tout sur le dos des communes. Et donc là, il y a aussi, me semble-t-il, parfois un peu de la désinvolture. Évidemment, derrière tout ça, il y a aussi toujours l'idée qu'il faut un certain dynamisme économique pour donner de l'impulsion à nos régions, à nos industries, à nos entreprises. Et là, ça signifie aussi quand même à la fois du courage et de la compétence. Je veux dire que on ne doit pas attendre que tout vienne de l'État. Une société, c'est aussi une société où des gens dynamiques peuvent être encouragés dans leurs initiatives. Et donc, on doit aussi favoriser une créativité économique de ce point de vue-là. On ne doit pas être non plus simplement à attendre que toutes les solutions viennent d'en haut. Il faut aussi travailler à partir d'en bas.
Je voudrais juste revenir quelques instants sur la manifestation des étudiants et cette situation d'étudiants qui sont dans une vraie précarité et qui ont du mal à suivre leurs études. On l'a vu, des jeunes en sont parfois à ne pas poursuivre des études universitaires, faute de moyens, en devant travailler pour leur famille. Oui. Il n'y a pas quelque chose là qui est quand même peut-être un peu trop? Il y a une inégalité quand des étudiants ne sont pas portés par leur famille et alors ne peuvent pas payer leurs études. C'est vrai, c'est un problème. En même temps, il faut reconnaître que la Belgique est un des pays du monde les plus favorisés au niveau de l'ouverture de toutes les études et au niveau du prix quand même relativement bas des études. Donc c'est plus une question, je vais dire, d'équilibre entre les personnes qu'une question de système. Il y a beaucoup de pays du monde, vous savez, l'Angleterre, on l'a vu ces jours-ci, il faut payer des 10 000 € par an pour avoir accès aux études. Et aux États-Unis, n'en parlons pas. Et quand je parle du tiers-monde, c'est encore pire. Donc partout, les études sont payantes. Dans nos pays, en fait, elles ne sont presque pas payantes. Parce que si on paye un Minerval même de 1 000 €, en fait, si on devait payer le prix réel des études, ce serait 50 000 €. Donc ce serait totalement inabordable. Donc il faut se rendre compte aussi que l'État fait énormément pour porter le poids financier des études, mais en même temps, il faut que l'accès soit évidemment plus, je dirais, également réparti et que les personnes qui ont de la difficulté puissent être davantage soutenues. Au niveau de l'international, c'est encore et toujours, je vais dire malheureusement, l'actualité au Moyen-Orient et l'actualité avec le conflit israélo-palestinien. Mm-hmm. Bien sûr, donc nous avons là des poudrières qui sont un peu le résultat aussi de l'absence de dialogue pendant bien longtemps. Nous avons toute la question de la tension en Israël. On ne voit pas très bien quelles sont les voies de solution, mais de toutes les manières possibles, on n'en sortira pas s'il n'y a pas un dialogue, quoi qu'il en soit. On voit qu'il y a un mouvement dans le monde pour reconnaître davantage l'État palestinien. Moi, ça me paraît positif parce que, en effet, il ne peut pas y avoir de dialogue s'il n'y a pas non plus de reconnaissance de l'institution de l'État palestinien. Je pense que là, il y a quelque chose de positif qui est en train de se passer. Ça me paraît quand même un aspect positif. Et pour ce qui est de l'aspect du djihad, dans l'actuelle Syrie et le nord de l'Irak, au moins une chose qui apparaît aujourd'hui, c'est que l'on comprend mieux pourquoi des jeunes de nos régions vont s'engager là-bas. Il y a des études qui viennent d'être faites et on découvre que ce sont des jeunes, non pas de classe pauvre ou nécessiteuse, qui, en désespoir de cause, vont s'engager là-bas, mais au contraire, des jeunes de classe moyenne, parfois même de classe aisée, qui ont peut-être pas trop d'horizon devant eux, pas trop d'idéal, et qui subitement, comme au terme d'une crise d'adolescence, trouvent là-bas leur épanouissement. Et donc ça nous pose énormément de questions. C'est ce qu'on pourrait appeler, vous me l'avez dit tout à l'heure, et j'ai retenu le mot, une dérive sectaire de l'islam. Car en effet, les autorités musulmanes disent très clairement, ça n'est pas l'islam, mais en même temps, ces personnes djihadistes se revendiquent de l'islam, et donc nous assistons clairement à ce qu'on appelle une dérive sectaire, c'est-à-dire des sectes, des groupuscules ou des groupes incontrôlés qui se revendiquent abusivement d'une religion, mais qui au fond l'exploitent et en quelque sorte la détournent à leur fin de pur banditisme. Donc voilà, et ce qu'on a découvert aussi, c'est qu'il était nécessaire d'avoir une stratégie mondiale sur le sujet et à la fois une stratégie qui soit sur le terrain et qui ne se contente pas de faire des bombardements aériens. Et au-delà de ça, il faudra quand même un jour ou l'autre une certaine stratégie de dialogue pour arriver à calmer le jeu par rapport à tous ces groupes terroristes.
Voilà où nous en sommes pour le moment. Il y a un petit cantonnement de la chose et une meilleure compréhension, mais rien n'est gagné, quoi. Et de toute façon, le phénomène devra vraiment être analysé et pris en compte, parce qu'il risque de se reproduire ailleurs, évidemment, comme vous le savez, et comme on le voit au nord du Nigeria, avec le Boko Haram, et avec les jeunes filles chrétiennes qui sont prises en otage, etc. Donc, toutes ces résurgences de dérives sectaires à l'intérieur du monde musulman posent vraiment question, et on doit continuer à essayer de comprendre pour pouvoir, à un moment donné, vraiment calmer le jeu.